Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pascal Perry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On est voisins, hein. LCI, c'est pas loin d'ici. C'est pas très loin. Et à quelle heure l'émission, tous les jours en direct? 16h. 16h, Périscope. Économiste, ancien chef d'entreprise, donc tous les jours sur LCI. Vous publiez, très intéressant, Retraite, la dernière chance, la réforme ou le chaos aux éditions L'Archipel. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'actualité? Parce qu'on va relier ça évidemment, c'est l'actu, même l'actu du jour. On a le Premier ministre qui va animer son premier grand débat ce soir face à des parents d'élèves. On a vu la CGT et FO, ça s'est tombé hier, qui donc vont faire cause commune, ensemble, en rejoignant cette grève illimitée du 5 décembre dans les transports. Donc le 5 décembre, en gros, c'est le top départ des mobilisations. Seront-elles suivies? Comment? On ne sait pas, mais on se dit que c'est ce qui peut-être nous pend au nez, un mouvement qui pourrait être suivi, qui pourrait durer. Est-ce qu'on peut redouter, ou il faut arrêter de penser que l'histoire bégaye? Imaginez que la paralysie des transports pourrait être à l'image de celle qu'on a connue en 1995 et qui a fait reculer à l'époque Alain Juppé. Ah non, mais je crois que c'est sérieux. Le gouvernement, d'ailleurs, envisage un plan B. C'est ce qu'il dit ce matin dans le journal Les Échos. Les Échos révélaient dès hier soir qu'il y avait en effet un document qui circulait entre Jean-Paul Delevoye, les partenaires sociaux notamment, sur un plan B. Pourquoi? Parce qu'en effet, le gouvernement a peur d'un embrasement social à partir du 5 décembre. Il a d'ailleurs chargé Jean-Marie Djebari, le nouveau secrétaire d'État chargé des transports, de rencontrer les syndicats. Il y a des contacts. Il doit s'adresser à eux à la maison de la RATP, parce que c'est là d'ailleurs qu'il y a une espèce d'abcès de fixation, à la maison de la RATP, un peu dans le modèle grand débat. Vous voyez, je rencontre les gens, j'essaye de discuter. Et donc, le gouvernement craint beaucoup une explosion sociale, en sachant que, évidemment, il y a la jurisprudence 95. Vous savez comme moi que le transport, c'est un peu l'oxygène de l'économie. Quand il n'y a plus de transport, il n'y a plus d'activité. L'économie est à l'arrêt. Tout s'arrête, l'activité, les personnes physiques, les personnes morales, ça a des conséquences multiples. Et donc le gouvernement est très attentif à ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle Jean-Paul Delevoye dit aujourd'hui, on va peut-être repousser la réforme, on va peut-être faire une réforme. Son entrée en application ne serait pas 2025, mais plus tard. Notamment pour les cheminots, les agents de la RATP, ce que nous dit a priori les Échos, c'est que le gouvernement pourrait dire ça ne concernera finalement que les futurs embauchés. Oui, c'est ça. Et non plus les retraités à partir de 2025. C'est plus la même histoire. Ah, c'est plus du tout la même réforme, c'est plus la même histoire. Alors on conserve le système à points, c'est ce qui est promis, mais pour le privé, on réserve le système à points. Alors ça c'est autre chose, oui. Mais on réserve pour le système à points pour ceux qui vont arriver, pour ceux qui rentrent aujourd'hui dans la vie professionnelle. Donc ça nous fait une réforme qui s'étale sur une génération de travail. Une génération de travail, c'est quand même 40-45 ans. Ça repousse assez loin. Et puis à côté de ça, il y a probablement des coûts aujourd'hui qui sont des coûts de financement du système. Le système n'est pas financé. Le corps vient de rendre une note très détaillée qui nous dit... On attend fin novembre. Un point, oui, mais on a déjà quelques indications. Il manquera un point de PIB. Un point de PIB, 20 milliards 24. En 2025 25, c'est ça. Mais ils retournent leur veste, là. Ce n'est pas du tout les projections qu'on avait il y a encore quelques mois qui disaient entre 6 et 9 milliards de mémoire en 2000. Il faut toujours retenir la partie haute de l'échelle. C'était plutôt 10 milliards, effectivement. Et on sait que c'est en général sous-évalué. Les besoins de financement sont sous-évalués. Pourquoi? Parce que c'est calculé sur des hypothèses de croissance et de productivité qu'on n'a jamais atteintes. Donc c'est l'idéal de l'idéal. C'est toujours l'autre fourchette qu'on n'atteint jamais. Jamais. Donc ensuite, vous doublez et vous arrivez à peu près à 20 milliards. En 2025. En 2025. Donc soit on augmente les cotisations employeurs. Parce que le président a dit qu'il faudra que ce soit à l'équilibre en 2025. Oui. Ce qui est là peut-être le péché originel de cette affaire. On court deux lièvres à la fois, on réforme le système, qui est une révolution, le système à points universel, et en même temps, on veut un système à l'équilibre. En même temps, vous voyez. C'est vous qui dites en même temps. C'est du en même temps. Et le en même temps, ça ne marche pas dans ce domaine. Parce que les retraites, c'est compliqué. C'est ancien. On ne peut pas. C'est ça le péché originel, quelque part, de vouloir suivre ces deux lièvres à la fois. On ne peut pas tout à la fois vouloir rééquilibrer le système qui est le système d'aujourd'hui, c'est-à-dire mener une réforme paramétrique, on joue sur les paramètres, vous allez travailler un trimestre de plus, ça va rapporter tant de milliards, etc. On ne peut pas jouer sur ces leviers et en même temps lancer une immense réforme qui est une réforme systémique avec 2 ou 3 siècles d'histoire derrière nous. Les cheminots ont un système unifié de retraite depuis 1911. On a créé la sécurité sociale en 1945. Vous avez des systèmes de retraite de la fonction publique, civile et militaire. Tout ceci se superpose. On ne peut pas mettre dans le même pot 42 régimes qui ont des logiques de pénibilité. Donc il fallait soit unifier tout le système et voir pour plus tard pour rééquilibrer les comptes, soit se dire on assume que c'est une réforme, on reste dans l'état du système aujourd'hui,
mais on assume qu'il faut le remettre à l'équilibre. Et là, augmentation de la durée de cotisation, report de l'âge légal de départ à la retraite, sauf que ça serait contradictoire avec un engagement du président. Mais c'était pas ça le plus simple à faire, plutôt que de partir sur tout chambouler le système. Une usine à gaz de dire simplement, voilà, il faudra travailler plus longtemps, on augmente la durée de cotisation. Moi, je conserve mon intention éditoriale qui est de dire c'est la réforme ou le chaos. Mais ça veut dire qu'il faut changer. Tout le monde va comprendre cette chose simple. La retraite, c'est deux choses essentiellement. Il y a deux paramètres. Vous entrez deux variables. D'abord, la démographie. Ouais. Avant tout, la démographie. On a lancé en France un système de retraite universel, puisque c'est le mot en 1945, avec les ordonnances de création de la sécurité sociale. Mais vous aviez 5 cotisants pour un retraité qui ne vivait pas longtemps. Nous, c'est 2 aujourd'hui. On est à 1,8 cotisants. Et pour un retraité dont l'espérance de vie n'est pas de 5 ans à la retraite, mais de 25 ans. Bon, ça c'est premier levier. Deuxième levier, l'économie. C'était une période de croissance très forte. 5%. La productivité augmentait très rapidement. Aujourd'hui, la productivité, elle stagne. Et la croissance, elle est atone. Donc si on ne change pas les variables, si on ne repousse pas... Oui, mais la réponse, c'était juste de repousser l'âge légal ou d'augmenter la durée de cotisation. Pas besoin de faire tout le barnum de système universel. On commençait par ça, puis ensuite on faisait converger les régimes. Parce qu'il y a quand même un problème d'équité. Entre le privé et le public. Ah oui, alors, entre le privé et le public, et dans le public. Dans le public, vous avez des régimes, SNCF, RATP, avec des gens à la RATP qui travaillent 30 heures par semaine, qui partent à 54 ans à la retraite, et puis qui ont 2350 € de retraite brute en moyenne. On oublie le travail de nuit, on oublie la pénibilité, on oublie tout ça. Mais c'est déjà intégré. La retraite moyenne en France, elle est de 1450 €. Je voudrais vous rappeler que la retraite, c'est contributif. Vous payez, c'est une cotisation, vous avez un retour. Si vous avez payé 100, vous ne pouvez pas recevoir 1000. Enfin, c'est aussi simple à comprendre que ça. Donc, on a tenu compte de la pénibilité, ils partent à la retraite beaucoup plus tôt, l'enveloppe cotisée est beaucoup plus faible, l'entreprise cotise beaucoup plus que si c'était un employeur privé. On ne va quand même pas non plus baisser l'âge de la retraite, du départ en retraite pour les cheminots et pour les agents de la RATP. On en tient compte de la pénibilité. Par rapport à un fonctionnaire civil, quelqu'un qui travaille dans une administration, vous prenez un type à la direction de l'agriculture ou un fonctionnaire territorial qui travaille à la mairie de Boulogne-Billancourt, par exemple, l'écart en termes de revenus et de retraite, il est considérable. Donc, vous voyez, y compris dans le public. Donc, clivage à la fois au sein du public et même public-privé. Sauf que cette réforme des retraites voulue par le président, c'était une façon aussi déguisé, diront certains, de s'attaquer aux régimes spéciaux. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement, pour déminer encore une fois les mobilisations qui nous attendent dans les transports en décembre, illimitées a priori, est en train justement de faire des concessions trop. Il fallait être naïf pour s'imaginer que les régimes spéciaux resteraient les mains dans les poches en sifflotant. Que ça passerait crème, comme disaient les jeunes. Bien sûr, oui, c'est l'évidence. Vous attaquez un fromage. Au passage, je tiens à dire que ce fromage, il a été justifié à un moment de notre histoire. C'est important de le préciser. C'est des populations, gaziers, électriciens, cheminots de la RATP ou de la SNCF, ce sont des populations qui ont joué un rôle particulier à un moment de notre histoire. On doit être reconnaissant. Maintenant, il faut réévaluer le compromis. Le compromis, on ne peut plus le financer. Et c'est vrai, ces régimes spéciaux, ce sont des régimes qui présentent des avantages, à l'évidence, qui sont dérogatoires au droit commun. J'allais même dire que qui étaient justifiés dans un temps, mais qui ne sont plus aujourd'hui. Mais c'est déraisonnable aujourd'hui. Si vous voulez, c'est plus équitable aujourd'hui. Enfin, Laurent Berger, en même temps, nous dit que, et d'ailleurs c'est l'un des rares qui soutient le principe d'une réforme comme vous, d'ailleurs régime universel à point, mais il dit on a les moyens de financer. Il nous l'a dit quand il est venu sur un plateau. Savoir où. Mais c'était avant d'avoir peut-être une nouvelle projection du corps. Pour moi, c'était fin novembre. Je ne sais pas d'où vous sortez les 1 point de PIB de déficit en 2025. C'est une dépêche qui a moins d'une semaine. Donc c'est tout récent. Alors, on va attendre quand même. On va attendre le document officiel. Mais... Parce que le président a dit, si c'est 8-10 milliards, il faudra travailler plus longtemps. Si c'est moins, il n'y aura pas besoin. Il y a peu de chances que ce soit moins. Moi, je pense que ce sera beaucoup plus que 8-10 milliards. On se donne rendez-vous, si vous voulez, on en reparle. Mais je pense que ce sera beaucoup plus que 8-10 milliards. Pour des raisons qui sont évidentes, parce que on prend la base contributive. Compte de la Sécu aussi, qui vire au rouge, les comptes de la Sécu. On a la base contributive. La base contributive, c'est une société avec 8,5% de chômage. C'est des heures supplémentaires, des primes, c'est-à-dire une enveloppe d'heures travaillées, c'est quelques millions d'heures travaillées quand même, défiscalisées, désocialisées. Ça veut dire qu'on ne paye pas les organismes sociaux. On n'alimente pas la sécurité sociale branche maladie, on n'alimente pas la sécurité sociale branche vieillesse. C'est de l'argent qui va manquer. On a de l'autre côté des dépenses de plus en plus grandes. La CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, elle fait un chèque de 9 milliards d'euros chaque mois. Tendanciellement, il va augmenter ce chèque parce qu'on a de plus en plus de gens à la retraite. On a beaucoup de départs anticipés de la fonction publique.
des gens qui s'en vont plus tôt que prévu. Ça va coûter au moins 10 milliards d'euros. Donc je dis que notre petite enveloppe de départ, il nous fallait 8 à 10 milliards d'euros, elle va vite se transformer, vous allez voir qu'on va doubler. Est-ce que l'erreur de fond aussi de cette réforme qui évidemment est inflammable, qui est anxiogène, c'est de la faire en seconde partie de quinquennat. Et en même temps, ouais, il aurait dû user son crédit politique, peut-être en début de mandat, mais même si au départ, elle était calibrée, cette réforme des retraites, pour mi-2018. C'est qu'il a fallu qu'il y ait le temps de la concertation, puis il y a la crise des Gilets jaunes. Et puis aujourd'hui, il y a des concessions qu'on n'aurait pas imaginées. C'est une équation compliquée quand même, parce que quand on regarde ce qui s'est fait ailleurs, par exemple, dans les pays d'Europe du Nord, on a toujours tendance à mythifier les pays d'Europe du Nord. Enfin, on oublie de dire que quand ils ont fait la retraite en Suède, c'était en pleine crise économique, l'État a dû remettre un stock de milliards, le distribuer aux retraités, aux jeunes retraités, parce que la situation s'était beaucoup dégradée, la valeur du point avait baissé. Donc, allons chercher éventuellement quelques exemples de bonne gouvernance, mais quand même pas trop loin. Ce qui est exemplaire en Europe du Nord, c'est le dialogue. C'est ce qu'on doit, à mon avis, imiter. Avec des syndicats, néanmoins, qui sont plus représentatifs en Europe du Nord qu'en France, mais soit, laissons cette question de côté. On ne peut pas reprocher aujourd'hui au président de la République d'avoir cherché à dialoguer. Organiser le dialogue entre le haut-commissaire et les organisations syndicales, c'était plutôt une bonne initiative. Donc, faire la réforme en tout début de mandat... Qui n'a rien donné, en tout cas. Oui, mais à l'inverse, faire la réforme en tout début de mandat, même si c'était écrit dans son livre Révolution, vous l'avez écrit, hein, réforme par points, etc., je vous promets, etc. Il n'y a pas de surprise. Hein. Le faire au tout début, au moment d'ailleurs où il touchait à la fiscalité du capital, je veux dire, c'était évidemment prendre un risque politique considérable. Donc, il n'y a jamais de bon moment, pour répondre à votre question, il n'y a jamais de bon moment pour faire une telle réforme. Au début, on dit que ça manque de dialogue. À la fin, ça sent la politique et finalement, on ne fait pas grand-chose parce qu'à chaque fois qu'on fait une réforme, on dérange des habitudes. Mais il faut quand même la faire parce qu'un jour, il y aura l'impasse du financement. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a toujours 2 tiers des Français qui soutiennent, encore une fois, la mobilisation contre cette réforme. Sondage Elab pour BFM TV, Pascal Perry. C'est pas gagné quand même. Hein. C'est pas gagné d'avoir convaincre les Français de l'utilité avec la question derrière. Crise des Gilets jaunes oblige. Est-ce que... si les Français, au terme des consultations, des concertations, ne veulent pas de cette réforme, voilà, est-ce que, sous la pression de la rue, parce que c'est fut un traumatisme, cette crise des Gilets jaunes, ce qu'on dit... Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. Il n'y a pas ce risque comme de reculade? Alors, si, le risque de reculade, il est On parle immense. de ça, en fait. Je veux dire, là, il y a 4 pas en arrière. Le document qui circule actuellement, qui dit on repousse de 10 ans, on tient compte des statuts, on va jusqu'au bout, si vous voulez, du statut pour les personnes qui sont aujourd'hui au travail, c'est quand même une reculade. Donc le gouvernement est en train de reculer aujourd'hui? Oui, il recule. Quoi qu'on en dise, c'est le plan B, c'est la fin du plan A. C'est le sacrifice du plan A. Et le plan A, c'était l'architecture de départ qui était relativement ambitieuse. Maintenant, je ne suis pas sûr que les choses se passent comme vous le décrivez. C'est un risque, à l'évidence. Oui, mais... À ne pas sous-estimer. Je me mets à la place de la CGT, de Sud et de quelques syndicats. Et ça va être compliqué d'expliquer aux Français quand même qu'il faut maintenir la retraite à la RATP à 55 ans, avec 2 500 € de pension moyenne, là où les gens en France ont moitié moins, en général, pour des gens qui partent à 55 ans. Ça va être très compliqué à expliquer. Donc, je dirais qu'il y a un caillou dans la chaussure du gouvernement, mais il y a aussi des gravillons dans la chaussure des organisations syndicales. Et moi, je pense que le plus raisonnable, ce serait aujourd'hui d'essayer d'organiser une convergence lente de ces régimes. Une fois encore, sortons des caricatures. On ne va pas faire travailler les gens jusqu'à 70 ans. Ce n'est pas ça la question. On dit simplement aux régimes spéciaux, pour rééquilibrer les comptes, parce que ces régimes spéciaux coûtent cher à la collectivité. Sur les 20 milliards, encore une fois, 2025, quelle est la part qui est liée, encore une fois, aux régimes spéciaux s'ils n'étaient pas réformés? Elle est très significative. Non, parce que vous ayez, encore une fois, les régimes spéciaux pour un souci d'équité en ligne de mire, je le comprends. Après, pour les Français, ce qui compte, c'est quoi? À quel âge j'aurai mon taux plein? Combien sera ma retraite? À combien sera la valeur du point? Est-ce qu'elle va baisser? On a vu qu'en Suède, ça avait baissé après la crise. Elle peut. Non, mais alors qu'on nous dit, alors que le président nous a dit règle d'or à Rodez devant les Français, il y aura une règle d'or, attention, les pensions ne baisseront pas, la valeur du point ne baissera pas. On sait que dans les faits ailleurs, lors de fortes crises, quand il faut rééquilibrer le système, on baisse le point. Mais ça n'exclut moi, je pense que c'est ça qui intéresse les Français, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, aux 2 tiers, à mon sens, ils ne veulent pas de cette réforme. Ça n'exclut pas. D'abord, en France, on ne veut jamais des réformes. Ou alors plutôt, on veut des réformes, mais pour le voisin, pas pour soi-même.
Hein, c'est toujours comme ça. Not in my garden. Voilà. Pas dans mon Not in my backyard, not in my garden. Utilisons la formule qu'on veut. À propos du nucléaire. Absolument. Mais tout le monde veut des lignes TGV, mais pas au bout de son jardin. Tout le monde est pour les éoliennes parce que ça n'émet pas de CO2, mais surtout pas dans le champ d'à côté. Donc, bon. Je reviens à l'idée que non, mais attendez. On travaillerait plus longtemps, il n'y a pas besoin de faire tout ce chamboulement. Il y a une idée simple, qui est que passer d'un modèle à un autre, ça mobilisera des coûts de transition. Il faut aujourd'hui accepter l'idée que l'État va devoir payer pour assurer les coûts de transition entre un modèle et l'autre. Enfin, l'État, c'est nous. Hein. L'État, c'est nous, mais l'État peut emprunter aujourd'hui à taux bas. L'État peut se servir dans les réserves excédentaires de certains régimes. L'État peut mobiliser les régimes qui sont privés et excédentaires. 130 milliards, quand même, c'est pas rien. Il y a de quoi flipper pour sa cassette, pardon, quand on est profession libérale et qu'on a 24 milliards d'euros de côté, quand on a 17 milliards pour les indépendants, les salariés du privé, c'est 70 milliards. Voilà. Agir Carco, oui, c'est ça, 70 milliards, oui, à peu de choses près. Oui, il y a de quoi, il y a en effet de quoi flipper, mais néanmoins, l'État peut emprunter aujourd'hui à Villeprix. Ça sert à quoi les emprunts? Si c'est pour assurer du bien-être social, de la fluidité à notre modèle social, c'est un bon investissement. Ce n'est pas un investissement perdu. Donc, il faut envisager cette hypothèse. Il faut peut-être envisager l'hypothèse que vous évoquez, qui est, à mon avis, très judicieuse, qui est de dire aux caisses privées, voilà, vous avez, vous aussi, un sursis pour rejoindre le régime général, mais vous allez quand même nous donner un peu d'argent pour qu'on assure les coûts de transition. Et tout le monde y gagnera à la fin. Donc c'est tout ça qui doit être fait. Vous voyez comme c'est compliqué. Oui. Vous voyez comme ça ne se fait pas en 2 minutes comme ça. Cette réforme qui était promise comme un espèce de truc qui tombe un coup près, la réforme instantanée, comment voulez-vous appliquer une réforme instantanée à un modèle social qui s'applique tout au long d'une vie? Impossible à l'évidence. Mais il faut néanmoins aller vers le système par points, vers un système à la carte qui est plus équitable et plus juste. Sans qu'on ait compris, d'ailleurs, j'ai toujours pas compris, cette histoire d'âge pivot à 64 ans, des incitations si on part avant, bonus si on part après, c'est enterré ou pas? Ou c'est pas enterré encore une fois? Rien n'est enterré. À ce stade, tout est dormant, il y a une espèce de permafrost et puis il y a tout un tas de trucs en dessous. Et il y a notamment la discussion autour de l'âge de départ, l'âge légal de départ. Alors peut-être pas l'âge légal de départ parce que ça pose d'autres problèmes. Ça ne bougera pas, ça, il a dit, 62 ans. Je pense que c'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est plutôt l'âge d'équilibre, qui est une sorte d'âge pivot. Équilibre, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout le monde comprend que c'est un équilibre financier. Aujourd'hui, dans les faits, les Français partent en moyenne dans le privé à plus de 63 ans. 63,5 ans, pratiquement. C'est-à-dire qu'on est déjà pratiquement à 64 ans. Vous voyez, comme ce débat aussi, il est pavé de mauvaises intentions. Quand on dit aux gens, l'âge d'équilibre, 64 ans, surtout pas. Mais dans les faits, dans la réalité. Mais les amis, c'est ça, c'est la moyenne aujourd'hui. Alors, dans le privé. Ce qui n'est pas acceptable, c'est que cette moyenne cache des disparités. Que vous avez dans cette enveloppe-là des gens qui partent à 52, 53, 55 ans et d'autres qui travaillent jusqu'à 70 ans. Donc, si la République, elle est vraiment sociale, si la République, elle est vraiment égalitaire, si elle est équitable, elle va corriger ces anomalies de fonctionnement. Bon, il faut revenir, tout ça est évidemment dans le livre, mais vous affirmez que les retraités français sont les plus riches d'Europe. Ça oui. En gros, vous écoutez, on n'a pas à se plaindre, mais sur quoi il se base là, l'ami Perry pour... C'est 320 milliards d'euros distribués. 14 points de PIB. 14 points de PIB, d'accord. 325, pour être précis, milliards d'euros distribués chaque année au titre des retraites. Vous allez en Allemagne, c'est 11 points. Alors le PIB est plus gros, mais néanmoins, ça reste 11 points. Ce qui est important, c'est la retraite moyenne. Ça la retraite moyenne, en France, elle est autour de 1 500 euros. C'est un monde plus élevé d'Europe. Plus élevé d'Europe. Oui, en termes de moyenne, oui, c'est un des plus élevés d'Europe. Mais c'est un modèle qui est très inégalitaire. Vous avez dedans, je fais quelques portraits de retraités, le jeune homme qui rentre dans la vie active à la Libération, qui va profiter des 30 années glorieuses de croissance, qui va aussi profiter d'autres phénomènes économiques, l'inflation qui grignote les emprunts immobiliers. Il n'y aura pas de chômage. C'est une société dans laquelle on retrouve du boulot pratiquement au coin de la rue du jour au lendemain. Il va cotiser longtemps, il va beaucoup travailler et il part à la retraite. Dans les années 90-2000, il part avec une partie significative de son salaire. Donc vous avez ces retraités-là. Et puis il y a les retraités de la fonction publique qui ont été très gâtés, eux aussi, pendant très longtemps. À côté de ça, dans les portraits que je fais, vous avez Madame X qui a été collaboratrice de commerçants, Monsieur Y qui a été profession libérale, polypensionné. Vous
voyez, il a travaillé un peu comme libéral, un peu comme salarié, un peu comme mandataire social, etc., etc. Lui, il est désavantagé. C'est tout ça, c'est dans cette grande famille des retraités qu'il faut mettre un peu d'ordre et qu'il faut ramener un tout petit peu de justice. Donc oui, on a aujourd'hui les retraités en moyenne les plus riches d'Europe, mais il y en a qui sont très riches et il y en a qui sont en revanche très pauvres. Après, dans le nouveau système de calcul des pensions, moi je préférais qu'on me calcule ma pension sur les 25 dernières années. Moi, il fait que le point soit calculé sur toute la carrière, à titre perso, et je pense que vous aussi, tous ceux qui ont une carrière à peu près croissante, même si elle est plus ou moins heurtée, c'est pas bon. Oui, mais je rappelle que c'est contributif, donc que ça doit être équitable. La contribution, c'est pas quand j'entends les gens parler de charges sociales, je leur dis c'est pas des charges, c'est des cotisations. C'est la différence qu'il y a entre assistance et assurance. Vous vous assurez, quand vous assurez votre voiture ou votre scooter, si vous assurez au tiers et tout risque, c'est pas la même chose. Ben là, c'est exactement le même principe. Plus vous payez de cotisations sociales, plus vous avez de retour. Par conséquent, quand on calcule sur une carrière, c'est juste. Vous recevez le taux de transformation, si vous voulez, est conforme à peu près à ce que vous avez payé. Sauf qu'encore une fois, et vous l'écrivez d'ailleurs très bien, Pascal Perry, c'est que cette réforme rendront, en théorie, je demande encore à avoir des pensions plus lisibles, plus visibles, mais sûrement aussi moins généreuses. Oui. Et en même temps, le plus lisible, je suis dubitatif, et sur le moins généreux, super. Mais revenons à ce qu'on se disait tout à l'heure. Quand vous aviez 4 cotisants à retraiter, tout allait bien. Aujourd'hui, il y en a 1,6 ou 7. On va vers 1,2. C'est un modèle de redistribution intergénérationnelle instantanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre salaire de ce mois-ci, il est prélevé. Il sert à payer tout de suite les gens qui sont à la retraite. C'est instantané. Comme l'assiette contributive se réduit et que le montant distribué, si vous voulez, augmente, vous comprenez bien qu'à un moment, il y a une impasse. Donc il faut la financer. Et le système par points, il a ceci d'équitable, c'est que vous recevez pour ce que vous avez donné, au fond. Bon, il peut réussir, quand on voit aujourd'hui les concessions qui sont faites, le président Macron, il peut réussir cette réforme, d'autant que c'est la dernière chance de sauver nos retraites, c'est ce que vous écrivez encore une fois. Oui. La réforme ou le chaos, il faut vendre du papier, je sais, mais c'est alarmiste, c'est catastrophique d'écrire ça. Écoutez, si on ne fait pas de réforme, je vous promets que ce sera plus que le chaos, la ruine. Parce qu'on ne pourra pas servir les pensions. Et donc, on va casser le lien intergénérationnel. Si on continue, un point de PIB en 2025, c'est pas non plus... C'est une somme. 25 milliards d'euros, mais vous savez, on ne sait pas comment sera le monde en 2025. On ne sait pas du tout comment sera le monde en 2025. C'est un sujet que je trouve qu'on a traité avec beaucoup de légèreté. Les retraites, c'est... Dans l'esprit des Français, c'est quelque chose de sacré, c'est une espèce de vache sacrée. C'est, comme je l'ai écrit, le plus grand distributeur de temps libre dans une vie. Beaucoup plus que les 35 heures, d'ailleurs. Les Français y sont très attachés. C'est un peu l'âge d'or. C'est un âge mythifié. Si on n'y prend pas garde, on va casser le lien social entre les générations et on va rompre la solidarité financière. D'où cette dernière chance à lire, évidemment, Pascal Perry, La réforme ou le chaos, retraite, la dernière chance, et à voir tous les jours en direct sur LCI à 16h. 16h. Pour Périscope. On se revoit bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye.